Bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo des possibilités que vous avez quand vous partez autour du monde avec votre bateau de renflouer la caisse de bord ou d'avoir un revenu avec le bateau. Comment ça peut se passer? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Les diplômes, la fiscalité et tout un tas de choses. Restez jusqu'au bout, il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Alors déjà, il faut savoir que pour beaucoup d'entre vous, je sais que malgré le fait que vous pensiez tous que vous allez partir faire le tour du monde, il n'y en a qu'une infime partie qui feront le tour du monde. C'est pas dur, si vous regardez toutes les chaînes de YouTube françaises autour du monde, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment autour du monde. Et il y en a encore moins qui sont dans des endroits où ça ne parle pas français. Donc pour la plupart, malheureusement, vous allez rester dans des pays européens ou les Antilles françaises ou la Polynésie. Il faut savoir que si vous êtes dans ces cas-là, pour plusieurs raisons, la première c'est que vous ne maîtrisez pas l'anglais pas très bien, donc c'est vrai que pour la vie quotidienne, pour les travaux sur le bateau ou d'autres choses, c'est plus facile d'être dans des pays où on parle français, et puis faire les clearances, etc. C'est un tas de choses. Donc si vous êtes dans ce cas-là, et qu'en plus vous êtes considéré fiscalement comme résident français, à savoir que votre votre résidence fiscale, elle est déterminée par où sont vos intérêts. Alors je ne vais pas faire un cours de fiscalité, je ne suis pas bon là-dedans, mais à savoir que si vous avez une maison en France et que vous touchez des revenus, on considère que vous êtes le principal de vos revenus sont en France, donc vous êtes sous la fiscalité française. La même chose si vous avez la retraite. Il faut savoir que quand vous partez de France, de toute façon, on vous embête depuis le début, puisqu'on vous dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir d'adresse. Donc vous êtes obligé de donner une adresse pour qu'on puisse vous joindre, parce que chez nous, il faut absolument que les impôts puissent vous joindre, hein. Donc c'est assez compliqué quand vous êtes sous cette résidence française, quand vous arrivez aux Antilles ou quand vous êtes en Polynésie, de faire de l'activité avec un bateau. Déjà, on va vous demander des diplômes français, donc on va vous demander votre capitaine de sang. Et deuxièmement, on va vous demander d'avoir créé une société ou peut-être un auto-entrepreneur, mais il va falloir, pour avoir l'auto-entrepreneur, on vous demande les diplômes qui vont avec. Donc ça devient de suite très étroit, très compliqué. Donc si c'est votre idée, ça va pas être facile, sachant que la deuxième chose, la spécialité des Français, tout le monde le sait autour du monde, l'argent est un tabou. Donc à partir du moment où vous allez commencer à faire un petit peu de business avec votre bateau, vous avez toutes les boîtes de charter locales, tous les voisins locaux du mouillage et les jaloux, les ceci, les cela, qui vont vous chercher des poux dans la tête. Donc ça va pas être très évident. Maintenant, vous pouvez penser à partir à l'étranger et ne pas rester dans les eaux et territoires Schengen ou européens. Et là, on va rentrer sur différentes discussions. La première, c'est les visas où vous allez être et la facilité que vous avez d'y rester. Est-ce que vous avez le droit de travailler ou pas? Et la deuxième chose, c'est le visa du bateau, puisque le bateau, il a une clearance d'entrée, hein. Si vous voulez, quand vous amenez un véhicule à l'étranger, le bateau étant un véhicule, il lui tamponne un droit de séjour qui est un petit peu la même chose que le droit de séjour que vous avez sur votre passeport. Alors nous, on a souvent, en tant que Français et titulaire d'un passeport Schengen, pratiquement sur tout l'arc antillais, on a 90 jours partout, donc on peut rester 90 jours dans les pays limitrophes, et les bateaux en général peuvent rester, bon, je vais dire des bêtises, mais 1 an ou 180 jours ou des choses comme ça. Le droit de travailler, c'est plus compliqué. On rentre dans une deuxième chose qui est est-ce qu'il faut que j'ai un permis de travail, est-ce qu'il faut que je crée une société, etc. Alors il faut savoir que, je vous laisserai vous renseigner, mais dans certaines parties, par exemple les BVI, les British Virgin Islands, qui sont sur le haut, au-dessus de Saint-Martin, et par exemple les Bahamas, si je ne dis pas de bêtises. Aux Bahamas, si je ne dis pas de bêtises, si vous payez, je crois que c'est une taxe de 500 ou 1000, je ne sais plus quel est le tarif, vous avez le droit à faire 5 à 7 semaines de charter avec votre bateau. Donc il vous autorise à faire du charter dans les Bahamas avec votre bateau
sous réserve que vous ayez un diplôme de capitaine. Donc vous pouvez avoir un yacht master et pouvoir faire, voilà, donc ça vous donne la possibilité de faire une activité financière avec votre bateau tout en légalité. Je crois qu'il y a quelque chose du même ordre dans les British Virgin Islands, hein, si je dis pas de bêtises, avec une possibilité de paiement de taxes, et puis vous avez droit à X semaines. Voilà, ça doit être la même dans les Grenadines. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez regarder. La deuxième chose qu'il faut que vous pensiez, c'est que ça va pas être si évident que ça de trouver des clients pour faire des semaines de charter avec son bateau. Croyez pas que vous allez sortir un site internet comme ça, que vous allez être référencé premier sur Google et que on va il va falloir vous passiez par des sites spécialisés. Il y en a quelques-uns, hein, je ne donnerai pas les noms, mais qui vous proposent de faire du charter avec votre bateau. Il y en a un d'ailleurs, leur haut de site est rose, Click and Boat, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, c'est une des solutions, mais voilà, il faut que vous ayez quand même un diplôme de capitaine. Si vous devez faire ça, je ne saurais que vous encourager à ne pas passer le capitaine 200, tout simplement parce que c'est très long, c'est très cher, et quand vous l'avez, il vous faut 2 ans d'enrôlement pour pouvoir être capitaine d'une unité. Enfin, c'est la bureaucratie française. Je suis français et voilà, on en a le passeport, on est très content, on peut voyager, mais bon, notre bureaucratie au niveau des diplômes, c'est très compliqué. Donc, voilà, passer le yacht master, ce sera plus facile. Et puis après, vous avez l'opportunité de ne pas rester dans les Antilles, dans ce coin-là, de passer la boucle et de venir de l'autre côté, qui est donc toute la partie Asie. Alors, j'ai fait des notes sur mon ordinateur. Alors, dans la partie Asie, il faut savoir, par exemple, que si vous dites, voilà, je vais venir en Asie je vais venir en Thaïlande faire du charter avec mon bateau. Alors, il y a des pays, alors là, c'est pareil, hein, faites des recherches en ligne, je n'ai pas le savoir complet de tous les pays et de leur réglementation. Par exemple, en Thaïlande, vous n'avez pas le droit de faire charter avec votre bateau s'il n'est pas sous pavillon Thaï. Donc déjà, voilà. La complication pour faire passer ce bateau sous pavillon Thaï, c'est une importation, donc vous allez sûrement payer une taxe, une TVA, la Thaïlande elle est de 7%. Et ensuite en Thaïlande, la deuxième chose, c'est que pour pouvoir faire du charter avec un bateau sous pavillon Thaï, il faut que le capitaine soit un capitaine Thaï. Donc vous voyez, ça complique les choses. Le bateau à Jean-Pascal, il l'a acheté en Thaïlande, il est sous pavillon Thaï. Jean-Pascal et sa compagne ont le capitaine Thaï. Voilà, donc ça simplifie les choses. Et en plus, pour avoir le droit de faire ça, il faut avoir un permis de travail, parce que vous ne pouvez pas travailler en Thaïlande sans avoir le permis de travail. C'est bien beau d'avoir un bateau, il faut avoir le droit d'y travailler. Pour avoir un permis de travail, il faut construire une compagnie. Et il faut savoir que, par exemple en Thaïlande, quand vous avez une compagnie, mettons vous ouvrez un restaurant, vous êtes manager du restaurant, vous n'avez pas le droit de porter une assiette. C'est-à-dire que si vous attrapent en train de porter une assiette, ils vous virent votre working permit et ils vous virent. Donc voilà, les règles sont assez strictes. Après, par exemple, ce bateau-là, Jean-Pascal vous a expliqué qu'il était, donc il vient avec il l'a acheté, il a son mooring dans le à Krabi, hein, il était avec le bateau, donc il n'a pas acheté le mooring, il est parti. Et quelque chose qui se fait beaucoup autour du monde et qui se fait de plus en plus, alors énormément aux États-Unis, un peu moins aux Antilles et beaucoup ici. C'est du booking ou du Airbnb avec votre bateau. C'était le cas de Jean-Pascal avec ce bateau. Et là, c'est extrêmement facile, parce que à partir du moment où le bateau il est sous pavillon Thaï et que vous avez un capitaine Thaï et que vous recevez du monde et que vous ne faites pas trop de navigation, que vous faites des mini-croisières, le capitaine à la journée, un capitaine local coûte pas cher. Voilà, vous avez un business qui tourne sur un bateau à l'étranger. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir un business si c'est pas, vous devez créer un business sur place, donc vous devez avoir un work permit, etc. Ou la deuxième chose, c'est de vous dire, moi, je m'efface de ça et je fais faire le business par ma compagne si vous avez une compagne qui est locale. Donc ça, ce sont des opportunités. Si vous n'avez pas de compagne locale et que vous êtes avec une compagne qui n'est pas thaïlandaise,
C'est pas très compliqué de monter une société en Thaïlande, ça demande un peu d'argent et un peu de temps, mais il faut savoir que par exemple dans une société thaï, il faut avoir 4 employés thaï, et c'est un processus assez long, donc vous dites pas je vais arriver et demain ça sera fait. Et en Thaïlande, vous avez des visas, parce que votre visa d'arrivée c'est 30 jours, renouvelable une fois, et puis après il faut sortir. Faut revenir, vous n'avez le droit que de faire ça, on appelle ça les running visas quand vous sortez et re-rentrez. Ils ont l'œil là-dessus. Pour pouvoir avoir votre working permit, il va vous falloir faire un visa, etc. etc. Donc c'est un process qui est assez long, on vous envoie à Penang, dans une ambassade, faire des papiers. Je vous parle de ça en connaissance de cause, parce que comme vous le savez, j'ai une société en Thaïlande. Donc voilà. En ce qui concerne par exemple les Philippines, les choses sont beaucoup plus différentes. Il faut savoir qu'aux Philippines, par exemple, le bateau a un droit de séjour à vie. Donc là, il faut savoir que ce bateau-là, il est rentré aux Philippines, on a fait une clearance d'entrée. Aujourd'hui, sous la loi philippinaise, nous n'avons pas le devoir de sortir. Donc on peut rester aux Philippines avec ce bateau pendant 15 ans si on veut. On ne nous demandera rien, on n'a rien à faire. Moi, en tant qu'individu, je suis rentré sous un visa donc touriste de 30 jours que j'ai été tamponné à l'entrée. On a fait un renouvellement après un mois au niveau de l'immigration. Ils nous ont redonné 30 jours. Et là, puisque ça va faire 60 jours que je suis dans le pays, je vais faire une demande de visa en ligne qui va me donner un droit de 180 jours. Donc là, je vais prendre 6 mois de visa. Donc déjà 30 et 30, ça fait 60. Et là, je vais prendre 6 mois de visa, 180. Donc on est déjà à 240 jours. Et suite à ça, ils vont encore m'étendre mon visa. Donc les Philippines sont hyper facilitants pour avoir des visas et y rester sans sortir. Je crois que... Alors là, pareil, allez vérifier, je n'ai pas regardé parce que voilà. Mais je crois que c'est 1 an et demi pour rester 1 an et demi aux Philippines sans sortir du pays. Et après, vous faites une sortie, vous revenez, vous êtes reparti pour 1 an et demi. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Il pleut comme vache qui... Et pareil, comme le bateau n'a pas de visa de durée, il peut rester aussi longtemps qu'il veut. Moi, je peux rester, ou Jean-Pascal et sa compagne, on peut rester pratiquement 1 an et demi sans avoir à sortir. Et si on veut mettre ce bateau, ce qui est le cas actuellement, en business, Booking et Airbnb, ce qu'on vous demande aux Philippines, c'est d'avoir un Philippin qui est responsable du business. Donc, où vous avez votre cuisinière ou votre mate ou qui vous voulez, qui prend une licence. Donc, moi là, c'est ma compagne, elle a pris sa licence de travail et d'exploitation, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Je crois que c'était 50$ pour avoir une licence nationale, c'est-à-dire que sur l'île de Palawan, et 100$ pour avoir une licence où on peut travailler sur toutes les Philippines. Donc voilà, donc elle l'a faite. Et à partir du moment où on peut rentrer un numéro de licence et un compte en banque local, et bien voilà, on a le droit légalement d'exploiter le bateau, puisque si demain, alors aux Philippines, c'est pas la Thaïlande où ils cherchent tout le monde qui travaille illégalement et qui les expulse. Hein. Aux Philippines, c'est beaucoup plus relax que ça. S'ils viennent à bord, eh bien, ma compagne est à bord, c'est son business, elle est à bord du bateau, elle en a l'usufruit. Ils ne vont pas chercher plus que ça, l'argent rentre sur son compte en banque. Après, ce qu'elle en fait, la rétribution, etc., etc., personne ne va chercher plus loin que ça. Donc, je vous lance des idées comme ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Et il y a aussi l'opportunité des caisses de bord, c'est-à-dire que quand vous partez avec des équipiers, vous avez des caisses de bord. Alors là, c'est pareil. Quand vous avez souvent vu que je prenais mes équipiers à Gibraltar, quand je partais pour la Transat, et que j'arrivais à la Barbade, c'est pas insignifiant. C'est-à-dire que si je prends des équipiers en France et que je les amène à la Martinique, je suis sous État européen, j'ai pris des équipiers en Europe, ils m'ont versé une caisse de bord, ce
s'il y a autre chose que de la bouffe qui correspond dedans, la caisse de bord, ça va être le partage exact des frais du bateau. Donc c'est facile de mettre un chiffre, hein, parce que si vous mettez les frais du bateau à l'année, en disant, parce que c'est pas cette semaine ça m'a coûté tant, c'est non, mon bateau, moi à l'année il me coûte 10% du prix du bateau, mon bateau vaut 40 000 €, il me coûte 4 000 € à l'année, 4 000 € à l'année c'est 300 € par mois, donc à partir du moment où je rentre 300 € par mois, enfin un pourcentage de ça dessus, voilà, 400 € par mois c'est pas grand chose, donc mais par contre, si vous prenez vos équipiers en dehors de l'Europe, Gibraltar, c'est pas dans l'Europe, et enfin c'est particulier, hein, Gibraltar, et que vous arrivez à la Barbade, ben, vous n'avez pas. Moi, je ne suis pas résident fiscal français, donc je ne dois rien au fisc français. Je ne passe pas plus de. Normalement, c'est 180 jours, mais je passe pas plus de 10 jours par an en France quand j'y vais. Donc là, je prends des gens entre deux pays qui, bon, personne n'allait rien vous demander. Tout ça, c'est un peu borderline, d'accord, mais personne ne va rien vous demander si vous prenez les équipiers. Par contre, si vous prenez les équipiers à la Martinique et que vous les amenez faire les grenadines avec votre bateau et que vous les ramenez à la Martinique et que vous avez un jaloux, vous avez les douanes qui viennent, à mon avis, ils vont vous jouer du violon et pas sympathique. Donc malheureusement, voilà, on a des hommes politiques qui volent des millions d'euros et on les embête pas trop, et vous allez juste essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards et on va venir vous chercher des fous dans la tête. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu ça. Donc faites attention à votre résidence fiscale, parce que vous êtes résident fiscal français, vous avez le devoir de déclarer vos revenus à la France, même si c'est à l'étranger. Seulement vous êtes expatrié, c'est différent. Allez regarder, voilà, la résidence fiscale, elle dépend de où sont vos intérêts financiers. Donc à partir du moment où vous avez votre adresse qui est en France, en général, vous avez une retraite, vous avez une maison en location, donc voilà, c'est fait, c'est bon pour vous. Et sinon, ben voilà, vous sortez gentiment de cette Europe et de cet espace, voilà, Martinique, etc., Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, bon, Saint-Barth c'est un peu particulier, Saint-Martin aussi, mais et puis la Polynésie, et puis vous vous dites, ben voilà, pour un petit pourcentage d'entre vous qui va vraiment partir autour du monde, qui vont vraiment être dans des pays, la plupart de ceux qui partent, malheureusement, vous ne partez pas autour du monde, je dis ça, c'est pas de la critique, mais vous ne faites que changer de département. C'est-à-dire que c'est les départements français, vous allez en France dans un département français, vous partez pas autour du monde, vous partez dans un département français où les règles sont les mêmes, où ça parle français, où vous avez votre fromage, votre pain, votre vin, etc. Partir autour du monde envoyé, c'est un peu différent, c'est partir d'un endroit qui sont, ben voilà, c'est l'opposé de ça, c'est d'aller dans un endroit où justement on ne parle pas notre langue, où la culture n'est pas la même, où la nourriture n'est pas la même, où les législations ne sont pas la même, où on est un peu perdu au début, mais où c'est très vite très confortable parce qu'on sort de nos mentalités où voilà, on a, ben voilà, on prend un grain sur la tête, on vient, allez, 22. On a souvent des gens qui vont dire oui, vous n'êtes pas sur la liste nationale, fédérale des gens qui ont le droit de donner des formations, donc vous êtes des imposteurs. Et ces gens-là, attends, mais je ne vis pas en France, j'ai un diplôme étranger, je suis à l'étranger, je suis un bateau étranger, de quoi tu me parles? Mais ils sont dans leur, vous savez, cette espèce de, voilà, du loop qui fait qu'ils ne feront jamais rien de leur vie, ils sortiront jamais de ça, et ils resteront là-dedans, et on leur a dit qu'il fallait qu'ils aient la retraite, et qu'ils aient l'assurance sociale et maladie, et que tous les autres c'était des mauvais. Et sortez un petit peu de cette vision-là, dites-vous, voilà, il y a les règles de notre cher pays que j'aime beaucoup et qu'on applique quand on est chez nous. Et puis dès qu'on n'y est plus, il y a d'autres règles ailleurs, et oublions, voilà, soyez pas focus capitaine de sang, soyez pas focus moniteur de plongée français. Moi je suis dive instructor, donc je suis instructeur de plongée PADI. J'ai passé mon dive instructor en Thaïlande, j'ai le droit de travailler dans tous les pays du monde. Là, si demain je vais au club de plongée, je leur dis voilà, vous cherchez un instructeur, oui. Est-ce que votre statut est actif? Oui, j'y vais et c'est parti. J'ai commencé à travailler là dans 8 jours. Je vais arriver avec un diplôme français et là c'est parti. Même si
On vous explique quand vous êtes en France qu'ils ont l'obligation de vous prendre parce qu'il y a des passerelles, etc., etc. La réalité des faits, je vous assure, ça fait 20 ans que je vis à l'étranger. Déjà, vous prenez tous les bateaux du monde qui sont sous des pavillons étrangers, le nombre de capitaines de sang qui sont dessus, c'est moins de 0,1%. On est tous yachtmasters sur les bateaux. Il y a pratiquement que sur les bateaux français où il y a des capitaines de sang. Et je vous dis, c'est 0,1%. Tout le monde est yachtmaster partout ailleurs. C'est pour ça que vous m'avez... Alors, vous m'avez pas vu, mais c'est pour ça que j'étais... voilà, j'étais en Chine sur un gunboat avec un propriétaire qui était allemand, mais qui avait une société à Boston, et qu'on était dans l'Asie avec le bateau. C'est pour ça que j'étais avec... Beecher aux États-Unis et aux Bahamas parce que j'avais un diplôme qui, lui, pour l'assurance de son bateau, était reconnu, puisque le yachtmaster, il est mondial. Donc il était reconnu sur le pavillon du bateau. C'est pour ça qu'avant sur l'Oyster, c'est pareil, on était au BVI en Angleterre, en Méditerranée, c'était un bateau qui était sous pavillon anglais, donc le yachtmaster c'est chez eux. C'est pour ça que le Swan 90 sur lequel j'étais, pareil, qui était sous pavillon, je ne sais plus, je crois Panama, le yachtmaster, etc., 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 etc. C'est-à-dire que l'ensemble de ces bateaux sur lesquels j'ai travaillé, ce qui m'a permis de travailler sur ces bateaux, c'est le fait que j'avais un diplôme qui était reconnu mondialement, mais qui était... tout le monde dans le monde passe le yachtmaster à part les Français. Si vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas oui, on a le capitaine de sang et ça équivaut. Non, tout le monde passe le yachtmaster et il n'y a que la France qui reste sur le capitaine de sang qui ne veut pas voilà, dire ben, on va faire le yachtmaster comme tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une question d'argent. Ils vont devoir payer à Royer des royalties qu'ils ne veulent pas payer. Et pareil dans la plongée sous-marine. Tout le monde dans le monde, à part les îles françaises, donc sont des instructeurs PADI ou SSI, mais c'est PADI partout dans le monde. Et on continue à avoir cette formation française de plongée où on nous explique que la formation française de plongée elle est bien meilleure que, tiens, je pense en Robin en parlant de ça, qui va sûrement dire sauter comme ça son canapé quand je dis ça. Mais on s'en fiche que la formation française elle soit meilleure. Que, si vous voulez, si les capitaines de sang sont meilleurs que moi, ça m'est égal. Que la meilleure formation soit meilleure que moi, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce que me permet de faire le diplôme que j'obtiens. Vous voyez? Si c'est pour me mettre une chaîne au pied et avoir un ego démesuré en me disant ouais, j'ai passé, je sais pas si le capitaine de sang est mieux ou pas bien, je n'ai jamais essayé de le passer. Oui, mais j'ai ça, mais je peux travailler qu'aux Antilles et puis je suis pas bien payé. En me disant ben voilà, moi j'ai passé ce diplôme-là, je l'ai passé en anglais, je l'ai passé à l'étranger, je peux travailler partout dans le monde et on est payé 2 fois plus que les Européens. Vous voyez, et le diplôme PADI c'est pareil, ça ouvre des portes partout dans le monde. Voilà, donc si vous devez et si vous pensez partir en dehors des sentiers battus, je ne saurais que vous conseiller de commencer à regarder les possibilités de voilà, les pays où on vous donne la possibilité en payant ce qu'on appelle un fee, une taxe d'entrée, de faire quelques semaines de charter à l'année si vous avez un diplôme de capitaine. Donc je vous dis, les Bahamas, les BVI c'est sûr, je pense que les Grenadines ça doit être le cas aussi. Donc voilà, ça vous permet de, attention si vous allez dans les Grenadines, ne chargez pas les gens en France, enfin en Martinique, parce que hop, on revient sur les problématiques de la législation. Vous voyez, tout ça c'est tricky. Par contre, vous chargez les gens ailleurs, ben, c'est fini, vous n'êtes plus sur la législation française. Donc voilà, si vous chargez des gens en France, sur le pavillon français pour aller aux Grenadines, vous êtes obligatoirement, vous devez avoir un capitaine de sang, vous n'avez pas le choix. Par contre, les gens de mooring qui chargent des gens à bord, tous leurs capitaines, ils sont yachtmasters. Voilà, et ça se passe très bien. Donc les BVI, je vous dis, les Bahamas, c'est sûr et certain. Après, la Thaïlande, comme je viens de vous expliquer, c'est plutôt, voilà, faites attention. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on arrive de ce côté de l'Asie, quand vous êtes dans l'arc antillais, c'est très facile, le bateau peut rester 180 jours. Tu dis, ah, ben, la semaine prochaine, il faut sortir, mon visa il arrive à la fin. Hop, je vais à la clearance, tape, je fais les papiers, je lève l'ancre, hop, je vais à l'île d'à côté, je me fais tamponner, je reviens la semaine d'après, c'est fait. Nous là, on est aux Philippines, si on veut commencer
Ah bon, ici, mais t'es en Thaïlande, tu te dis, ben voilà, il faut que... Bon, mais voilà, il faut sortir, il faut aller en Malaisie. Encore, la Thaïlande, c'est facile, la Malaisie, c'est à côté. Mais quand tu es aux Philippines, il faut aller ou en Indo ou en Malaisie. Donc, il faut redescendre tout dans le sud. Voilà, c'est pas une nappe de 30 000. Hein. Nous, ici, on n'a pas 30 000 à faire pour faire une clearance. C'est 650 000 la prochaine clearance. Donc, voilà. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, il nous laisse rester aussi longtemps qu'on veut. Je ne me suis pas renseigné, par exemple, sur la Malaisie et les autorisations qu'il y a, parce que, voilà... mais je vous encourage vraiment, si c'est votre objectif, de faire ça. Encore une fois, faites attention quand vous prenez des équipiers avec ces histoires de caisse de bord. Vous savez, la dernière fois, il y a eu l'arrivée de la route du Rhum. Il y a des gens qui ont proposé de prendre des gens en bateau pour les amener voir l'arrivée. Il y avait les douanes qui étaient là, qui checkaient les bateaux qui étaient autour pour savoir s'ils fait payer des gens pour les avoir amenés. Bon, voilà, ils leur ont mis des amendes, machin. Bon, c'est notre sport national, on aime ça, on fait de la répression, pas de la sensibilisation. Bon, il faut payer les impôts, voilà. Mais voilà, faites attention à ça, et comme je vous dis, je vous conseille fortement, prenez des équipiers, prenez-les en dehors de l'Europe, dans des endroits qui sont, voilà, amenez-les dans des endroits qui sont pas européens à l'arrivée, comme ça, si jamais ben, vous avez eu un souci avec un équipier et que ça se passe pas bien, il ne pourra pas dire grand chose parce que voilà. Et la deuxième chose, c'est que je vous engage au niveau d'équipier, j'en ai souvent parlé, faites-leur signer une décharge. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes sur votre bateau et que vous avez un mec qui glisse sur le pont et qui va se péter un genou, ça a beau être votre meilleur ami, son environnement proche et les choses vont faire qu'à un moment donné, il va se retourner contre vous pour vous payer les frais d'hôpital. Et ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que prendre des équipiers, c'est particulier. Donc moi, j'ai fait une décharge en 2 langues que je donne d'ailleurs à ceux qui ont les vidéos techniques. Où voilà, j'explique que le mec, il faut qu'il soit donc pas recherché dans son pays, qu'il ait l'argent pour se payer un billet retour, qu'il est autonome à terre, qu'il a une assurance personnelle, que si vous voulez, pour faire simple, on a une loi qui est très protectrice de l'individu en France, et à l'étranger, les lois sont très protectrices des sociétés. Alors je vais prendre l'exemple de la plongée sous-marine. Vous êtes instructeur PADI, vous avez une société de plongée sous-marine, vous êtes à l'étranger et vous faites une plongée, et malheureusement dans cette plongée vous perdez un élève ou un participant. À partir du moment où vous pouvez prouver que vous étiez dans les standards PADI, que vous n'avez pas fait de faute professionnelle, vous allez toujours gagner, parce que la personne a signé une décharge comme quoi elle n'allait pas faire de folie, qu'elle savait qu'elle faisait un sport dangereux, qu'elle allait respecter les règles. Si elle ne l'a pas fait alors que c'était sous votre responsabilité, vous n'en êtes pas responsable, elle est responsable d'elle-même. En France, si un incident comme ça se passe, on va toujours se retourner contre vous. Même si le gars plongeait en binôme avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, on va toujours venir se retourner contre l'instructeur qui était là. C'est la même chose en parachuting, c'est la même chose. Donc, vous serez toujours... Donc si vous avez un équipier à bord qui glisse sur un bateau, lorsque vous arrivez à la Martinique et que le mec se pète le coccyx et qu'il va porter plainte, vous allez voir, vous êtes parti pour le grand loup de l'administration française. Par contre, si vous avez fait signer une décharge à un équipier comme quoi il est autonome, il a sa responsabilité civile, il sait que la voile c'est un sport dangereux et qu'il vient quand même et qu'il est responsable de ses mouvements à bord du bateau, alors pas que dans une force 4, il passe par-dessus bord sans gilet parce que voilà, vous avez fait de la négligence, mais le mec il fait une bêtise de lui-même ouais, un soir, alors que moi par exemple sur les bateaux, pas d'alcool au mouillage après la tombée du soleil, parce que le mec il passe par-dessus bord, il se noie, il a l'alcool dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Donc à partir du moment où on lui a fait signer une décharge, le mec il respecte pas, il va se baigner à l'arrière, il se noie, machin, il y a une enquête, vous n'avez pas le droit, il l'a fait dans... Ça vous arrive, vous êtes à l'étranger, vous êtes couvert. Ça vous arrive, vous êtes en France, c'est très compliqué. Donc faites attention à toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que... je ne sais pas dans quelle case il fallait que je mette cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura aidé ou éclairci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vais vous laisser, je vais vérifier que je n'ai pas laissé de fenêtre ouverte. Non, Jean-Pascal, je n'ai pas laissé de fenêtre ouverte. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.